Jean Renoir, nous venons d'assister à la projection d'un certain nombre de films de Lumière. Les connaissiez-vous déjà? Quand j'étais tout petit, très jeune, j'avais vu des films de Lumière. Je ne suis pas sûr que ce soit ceux que nous venons de voir maintenant. Autrement dit, je m'attendais à ce que j'ai vu, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas la première fois que je les ai vus. Oui. Alors, ça me touche d'autant plus que je suis précisément, et je ne sais pas pourquoi, simplement parce que ça m'intéresse, en train de relire une histoire de France assez complète de la fin du 19e siècle. Et cette histoire c'est une histoire du monde. Et cette histoire est très abondamment illustrée. Il y a de très bonnes photographies, il y en a beaucoup. Il y a notamment des photographies de tout ce qui a été la peinture et les arts plastiques pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Je dois dire que l'impression d'époque que je viens de ressentir maintenant est extrêmement supérieure à tout ce que je viens d'emmagasiner par la lecture de cet ouvrage d'histoire. J'ai l'impression que le cinématographe est le cinématographe conçu par un homme à vaste vision, comme Lumière, à vaste vision d'ailleurs probablement inconsciente, mais ça c'est une autre question. Mais conçu par un homme à vaste vision comme Lumière, cela nous donne une impression de l'histoire qui est irremplaçable. En somme, vous rejoignez le point de vue des contemporains de Lumière, qui pensaient que le cinéma était avant tout un instrument de reproduction, de transmission, de mise en conserve, si on peut dire. Non, je crois que ça va... Dans mon idée, je vais beaucoup plus loin que cela. Il faut que je vous dise que moi aussi, je suis presque né avec le cinématographe. Je suis né en 1894 et Louis Lumière a construit sa première machine à enregistrer des images mobiles en 1895. Par conséquent, je suis en somme né avec le cinématographe. J'ai très bien compris, dès le départ, ce que ça allait être. Je m'en rappellerai toujours, j'avais 7 ou 8 ans et j'allais dans une école. Et dans cette école, une école religieuse, une école catholique. Et le supérieur de cette école, le dimanche, nous faisait faire une projection cinématographique. Et je me rappellerai toujours d'un certain Otto Mabul. Otto Mabul était un comique. Il avait une auto qui ne partait jamais. Quand elle partait, elle faisait des explosions. Et puis il avait une peau de bique qui avait été passée à l'amidon, de sorte qu'on aurait dit un hérisson. Et c'était extrêmement drôle. Nous rions beaucoup, mais personnellement, j'étais saisi. J'étais très impressionné. J'avais vraiment la conviction que je me trouvais en présence d'un grand changement dans l'histoire de la transmission de la pensée humaine. Donc, je n'ai jamais pensé que le cinématographe était limité à une mise en boîte des événements présents pour le futur. Je crois que ça va plus loin que ça. Même dans des cas où les prises de vue sont purement documentaires, comme dans les cas Lumière, il y a une espèce de recréation de l'atmosphère de l'époque qui me semble être exactement ce que nous aimons appeler aujourd'hui l'œuvre d'art.
Prenons la civilisation grecque et retournons bien avant Jésus-Christ et prenons les objets que l'on a trouvés à Mycène. Ils sont tous magnifiques, géniaux. Or, on ne me fera pas croire que le moindre potier de Mycène était un génie. Il y avait probablement là-dedans des maladroits, des adroits, des imbéciles et des gens intelligents. Or, tous leurs produits sont extraordinaires. Prenons aussi une chose qui nous touche plus, les premiers films. Enfin, lorsque l'on voit les premiers films muets dans l'histoire du cinéma, presque tous sont extraordinaires. Presque tous sont... enfin, on a envie d'employer le mot génie lorsqu'on les regarde. On ne me fera pas avaler que tous les metteurs en scène et tous les auteurs de ces films étaient des génies. Non, je crois simplement qu'ils étaient aidés par le fait que la technique était encore difficile. Il y a un génie du cinéma et c'est bien difficile de le fixer, ce génie. Il y a beaucoup de définitions. Moi, je sais que personnellement, je me réveille tous les matins avec une définition différente. Et tantôt, je me dis que c'est simplement un extraordinaire représentant de la vie de notre époque. De temps en temps, je pense au contraire que c'est un moyen d'exprimer ce que nous avons dans notre imagination. En réalité, je crois que le cinéma, c'est un peu tout. Oui, vous avez très bien défini les deux tendances possibles du cinéma. La tendance lumière, qui serait précisément la manière d'exprimer notre époque, et la tendance du cinéma art de fiction, qui serait au contraire d'exprimer nos sentiments et ce que nous avons en nous-mêmes. Oui, mais ce qui me semble intéressant, c'est que la tendance lumière est toute motivée qu'elle est par le simple désir de reproduire la réalité, n'en est pas moins une porte ouverte à l'imagination la plus débridée. Je trouve qu'il y a plus de fantaisie dans certaines des vues que nous venons de voir sur l'écran que dans certains tableaux qui prétendent, eux, être pleins de fantaisie. Je trouve qu'il y a dans ces vues de lumière quelque chose qui me rappelle un peu ce qu'en peinture a le douanier Rousseau. C'est-à-dire un désir très sincère de copier la réalité sans rien y ajouter, sans rien en trancher, mais en réalité, le résultat est la création d'un monde qui existe en réalité, mais qui existe aussi et a peut-être une puissance supérieure dans l'imagination du douanier Rousseau ou dans l'imagination des opérateurs qui allaient filmer le tsar à Saint-Pétersbourg ou le pape à Rome. Et pourtant, dans ces films, il n'y a aucun des éléments de ce qu'on a l'habitude d'appeler le langage cinématographique. Certainement pas. Mais est-ce que le langage cinématographique n'est pas une invention commode pour expliquer nos désirs et nos rêves? Oui, il n'y a pas de choix, par exemple, du cadre, de gros plans ou de plans éloignés. Tout est fait du même point de vue. Alors, qu'en savons-nous? Je ne suis pas de votre avis. Hein. Qu'en savons-nous? Parce que ça n'est pas parce que l'opérateur, humble serviteur de la réalité, placer sa caméra sans se dire « Ah, tel angle, tel angle et tel angle », ça n'empêche pas que l'angle n'était l'œuvre de son talent, inconsciemment. Ce qui me semble terriblement important, voyez-vous, dans l'histoire de l'art, c'est que beaucoup des grandes œuvres sont inconscientes. Je vais plus loin. Maintenant, quand vous tournez un film, ou quand j'en tourne un, si nous réussissons, si le film est acceptable, eh bien, c'est malgré nous. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Quand j'étais petit, je lisais Le Sapeur Camembert de Christophe. Et à la fin du Sapeur Camembert, il y a une histoire en image, une bande dessinée, qui s'appelle L'arroseur arrosé. Je ne sais pas si elle est antérieure ou postérieure à Lumière, enfin peu importe. Mais cette bande dessinée est découpée comme serait un film actuel. Et il y a une sorte de mise en scène, si vous voulez, alors qu'on peut, on peut déplorer dans le film de Lumière, dans les deux versions du film de Lumière, puisqu'il y en a deux, l'absence de ce découpage.
Oui, personnellement, ça ne me gêne pas. L'absence de ce découpage ne me gêne pas du tout. C'est simplement le résultat de la soumission, disons, de l'artiste au fait, aux circonstances. L'arroseur arrosé de lumière avait à être en un plan parce qu'à ce moment-là, c'était très incommode de changer l'appareil, de reprendre un plan, et on n'avait pas l'idée de couper et de dire nous repartirons de tel point pour continuer l'histoire. Tandis que dans la bande dessinée, bon Dieu, c'était techniquement plus facile puisqu'il suffisait d'une plume ou d'un crayon et d'un bout de papier pour le réaliser. Mais je crois que c'est... alors là, je serais en faveur de la version lumière, parce que la technique étant plus difficile et donnant moins de facilité, il est obligé de composer plus. Il est moins libre. La liberté en art, c'est très dangereux. Oui, mais enfin, le cinéma a connu son développement et son histoire tout de même à partir du moment où on a découvert que le gros plan était plus expressif que le plan en général, ou du moins signifiait autre chose, et on a pensé que le cinéma était un art de la succession des plans, malgré tout. Oui, bien sûr, parce que le monde évolue, le monde vieillit. Nous sommes en train d'avoir une très agréable conversation depuis à peu près un quart d'heure. Nous ne sommes pas les mêmes, ni vous ni moi, que nous l'étions il y a un quart d'heure. Je viens d'apprendre des tas de choses sur vous et vous venez d'apprendre des tas de choses sur moi. Nous le connaissons beaucoup mieux. La Terre a tourné et le monde a avancé. Eh bien, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même chose dans tous les domaines. Il est impossible de concevoir un film aujourd'hui avec la technique de M. Lumière. Louis Lumière avait une technique qui... Le monde est un, je m'excuse de le répéter, et sa technique correspondait à l'autobus à chevaux, aux dames en jupe longue et au corset. Je vois Henri Langlois qui a bondi de ce que j'ai posé à Jean Renoir, à ce que j'ai affirmé devant Jean Renoir, qu'il n'y avait pas de mise en scène chez Louis Lumière. Je pense que c'est simplement une illusion. Une illusion qui vient du fait que le film actuellement a 1500 mètres, 300 mètres, 250 mètres, donc on colle bout à bout des morceaux. Le problème, à la découverte du cinéma, on avait X mètres, pas plus. Il fallait donc, en X mètres, composer quelque chose. Quand on regarde très attentivement les films lumière, ça a l'air très spontané, on a posé la caméra dans la rue, c'est la rue qui passe, et si c'est très savant, si ça bouleverse, on se dit c'est le hasard. Or, ce n'est pas le hasard, parce que vous avez par exemple des prises de lumière qui sont évidentes. Par exemple, quand vous voyez par exemple dans un film de Louis Lumière, comme par hasard, il y a une question de chronomètre. Vous avez un film, il dure tant, puisque le plan dure tant. Bon, comme par hasard, ça commence avec un tramway qui entre dans l'image, à droite, puis il y a tout un mouvement, puis ça s'achève par un tramway qui entre dans l'image, à gauche. Vous croyez que c'est un hasard? Pas du tout un hasard. Ils ont repéré, ils ont vu pendant un certain temps comment ça se passait, ils ont choisi le meilleur angle de prise de vue, et ils ont réussi la chose la plus extraordinaire, la chose qu'on a oubliée, c'est que dans ces quelques secondes, ils ont réussi à mettre dans une image, sans changer la place de la caméra, le maximum de plans. Vous avez des gros plans, vous avez des plans rapprochés, vous avez des plans américains, vous avez des plans d'ensemble, et vous avez un mouvement qui unit tout ça. Et ce n'est pas le hasard, c'est la science. Un autre plan, pour vous expliquer la chose, la caméra a été posée, la voiture, c'est une inauguration, la voiture s'est arrêtée, et tout d'un coup, il s'est aperçu que la scène
n'est pas dans le champ, que l'angle n'est pas bon. Il a arrêté son image, il a arrêté sa prise de vue, un peu bougé sa caméra, et ça recommence. Vous comprenez? Bon. Maintenant, dans le fond, et c'est ça la grande différence entre lumière et le reste. Vous avez parlé d'histoire. Il n'y a rien de plus ennuyeux que les inaugurations de monuments, les rois, les reines, etc. La grande chose des films lumière, c'est que ce n'est pas l'histoire qu'il a montré, c'est la vie. Et la vie, ça ne veut pas dire ce que tout le monde pense à première vue, c'est-à-dire on s'est installé, on a montré des gens passer dans la rue. La vie, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est pourquoi les films lumière sont d'une telle importance. La vie, c'est pas seulement l'aspect extérieur, c'est l'aspect profond, c'est la philosophie de l'époque, c'est l'art de l'époque, c'est la pensée de l'époque, c'est la manière de vivre de l'époque. Tout est autour de ces films. Vous voyez deux petites filles qui jouent dans la rue, aux Champs-Élysées, ces deux petites filles qui jouent dans la rue, mais en réalité, ça va très au-delà. La preuve, c'est qu'on pense à Proust, la preuve, c'est qu'on pense à Renoir, la preuve, c'est qu'on pense à un tas de choses. La force, justement, de la ville, c'est que, de cette qualité de vie des films lumière, c'est que c'est l'atmosphère de la vie, c'est l'ambiance de la vie, c'est la philosophie de l'époque, tout est là. Monet a tourné la gare Saint-Lazare, eh bien, la gare Saint-Lazare, il y a une espèce de transmission des pouvoirs de la peinture, de l'art plastique, si vous voulez, de l'art plastique fait par la peinture à l'art plastique cinématographique, de l'art plastique photographique à l'art plastique cinématographique. La gare Saint-Lazare de Monet devient l'entrée en gare de Cézanne, de Louis Lumière. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de tourner, de faire des entrées de gare. Toute l'évolution de l'art pour le milieu du siècle, du 19e siècle, aboutit à Louis Lumière. Et c'est pourquoi, malgré peut-être toutes les traditions de famille, toutes les amitiés, toutes ces choses-là que vous pouvez avoir, ce côté un peu provincial que pouvait avoir cette famille, eh bien, il est absolument évident que malgré eux, comme justement l'a dit Jean Renoir tout à l'heure, parce que le fait que le cinéma était un art primitif, c'est toute la peinture impressionniste, c'est tout le grand art de l'époque, c'est tout ce qu'il y avait de plus vivant, de plus nouveau, de plus neuf, qui est traversé, qui s'est engouffré dans le cinéma à travers eux, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait aussi cette valeur de vie. Oui, mais ce qu'on admire dans le tableau de la gare Saint-Lazare de Monet, et ce qu'ont admiré les premiers spectateurs du train en gare de La Ciotat, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui a intéressé et même bouleversé les spectateurs du film de Lumière, c'est le fait qu'ils croyaient que le train allait foncer sur eux.
Mais écoutez, franchement, à partir d'une certaine époque, tout l'art évolue, tout l'art plastique du 19e siècle, à partir du romantisme, à partir de la fin du romantisme, tout l'art plastique du 19e siècle évolue, il y a une espèce de course entre la photographie et la peinture, je peux me tromper, vers l'impression instantanée de la vie. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme, sinon l'impondérable de la vie qui est passé sur les toiles, indépendamment de la valeur, si vous voulez, de la matière, mais ce qu'ils ont cherché au point de vue spirituel, ça a été de faire passer sur leur toile l'impondérable de la vie. Et qu'est-ce qui est passé dans les films de Louis Lumière, sinon l'impondérable de la vie? Et c'est pour ça, parce que c'est l'impondérable de la vie que cherchait Louis Lumière, et c'est parce que c'est l'impondérable de la vie qu'ont cherché les grands impressionnistes, que les deux choses se croisent et se rejoignent. Je peux me tromper. Quelle est la part de préméditation et quelle est la part d'improvisation dans les films de Lumière? La part de préméditation, c'est quand je parle, alors cessons de parler des films de Louis Lumière, mais des films des opérateurs Lumière. La part de préméditation, c'est que quand ils arrivent dans une ville, ils cherchent la chose à filmer. Vous connaissez, sur le plan alors strictement anecdotique, on va devant l'église pour prendre les habitants de la ville, et puis on les filme, alors comme ça ils viennent tous se voir. Ça c'est strictement anecdotique. Mais quand je dis la chose à filmer, c'est la rue, ou la place, ou le lieu qui se prête le mieux à la prise de vue. Ils arrivent, ils étudient, ils ont tout le temps d'étudier, parce qu'à l'époque, si je ne me trompe, je crois qu'il fallait filmer de telle heure à telle heure, oui, parce qu'il y avait une question de soleil, donc ils avaient tout le temps d'étudier avant. Ils ne posaient pas comme ça par hasard leur caméra, ils repéraient l'angle, ils repéraient la chose en fonction d'une chose quotidienne, et puis arrivait l'improvisation, c'est-à-dire la vraie improvisation. Ils ne faisaient pas ça avec des centimètres, ou des millimètres, ou des statistiques, ou des chiffres. C'était en eux. C'était en eux, ça venait, c'était une science qu'ils avaient en eux. Quand un peintre exprime, peint par exemple, ou un littérateur décrit une société, il décrit la société qui n'est pas. Il décrit la société imaginaire. Il décrit la société telle qu'elle se voit, mais telle qu'elle se voit elle-même, n'est-ce pas? Mais il ne décrit pas la société telle qu'elle est. Et c'est ça la force du cinéma, c'est que pour la première fois, on voit la société telle qu'elle est, parce qu'il n'y a pas de trichage possible, il n'y a pas de transposition. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a l'ambiance générale qui fait que sur le plan artistique, c'est superbe, mais vous avez dans ces films de Louis Lumière un tas d'observations absolument extraordinaires. C'est comme si tout d'un coup vous étiez dans la machine à explorer le temps, vous partiez du XXe siècle, vous arriviez dans le XIXe, et tout d'un coup vous voyez la réalité.
Alors, il y a un tas d'observations. Par exemple, moi, chaque fois que je vois un film lumière, je suis effaré. Qu'est-ce qui est démodé dans les films lumière, par exemple? La bourgeoisie. Qu'est-ce qui est moderne dans les films lumière? Les gens du peuple. Pourquoi? Alors, quand on commence à étudier ce problème en fonction, c'est parce que il y a eu une telle évolution sociale depuis 1900 que nous sommes devenus comme nous sommes plus rattachés à ces hommes du peuple de 1900 qu'aux bourgeois, etc. C'est mille petits détails. Si vous voyez par exemple, je ne sais pas, une femme qui passe dans la rue, par exemple, il y a deux femmes comme ça, deux bourgeoises, qui marchent au rond-point des Champs-Élysées, pas au rond-point, mais entre les deux grands palais, n'est-ce pas? Elles ne sont pas élégantes, elles ne sont pas belles. Si peintes par un peintre de l'époque, il les voit telles que la mode de l'époque voulait les voir, avec les yeux de l'époque, alors tout d'un coup, le costume prend imaginairement la forme que l'époque voulait avoir, n'est-ce pas? Tandis que dans le film de lumière, le costume est comme il était, et comme nous sommes obligés de le voir avec nos yeux. Et ça c'est toute une... l'exploration de l'histoire par le cinéma sera une chose fabuleuse. Regardez par exemple autre chose, regardez New York dans les films lumière. Quel rapport ce New York des films lumière a avec le New York des grands films sur les 90s américains? En réalité, le New York réel, c'est ce monde d'affaires, ce monde comment dirais-je, que vous voyez dans le film lumière, où vraiment les gens ne sont ni beaux ni laids, c'est surtout des tramways, des gens courts.
Et regardez par contre Paris, dans les films Lumière, alors là, vraiment, on comprend tout. Parce que Paris, alors c'est vraiment Proust, c'est vraiment le 19e siècle tel qu'on l'imaginait, et tel que les Américains nous le montrent pour l'Amérique. C'est le Paris de l'époque, vraiment c'est le Paris de l'élégance, vous voyez. C'est pas une blague, on nous a pas raconté une blague, c'est vraiment Paris était le Paris de l'élégance. Vous voyez un plan allemand, par exemple, des plans qui se passent en Allemagne, tout d'un coup, toute la puissance de l'Allemagne transparaît à travers ce plan. Tout d'un coup, vous découvrez que l'empire allemand de Guillaume II, c'était quelque chose qui était déjà dans le XXe siècle. Alors que nous étions la fleur du XIXe siècle. 1000 petites observations comme ça. Évidemment, à ce moment-là, ça donne au film, aux scènes de la vie réelle de Louis Lumière, une valeur, une profondeur d'observation énorme. Ça ouvre des horizons de tous les côtés. Et dès qu'on se pose, moi, à chaque fois que je vois passer une femme dans un film Lumière, c'est une chose fantastique, ou un être humain. C'est toute une psychologie, c'est toute sa vie. Sur son visage révèle, ouvre des horizons absolument fabuleux. Dans les films joués, c'est différent. Il est évident que les petites scènes jouées semblent jouer avec une grande naïveté. On sent que c'est la famille de Lumière, que c'est le jardinier de Lumière, que ce sont ses employés à qui on a dit « Eh bien, toi, tu vas faire semblant d'être en colère, toi, tu feras semblant de battre ton copain. » Et tout ceci est fait avec ce style que nous pourrions appeler « faire semblant ». C'est purement extérieur. Alors on pourrait en conclure que c'est mal joué. En réalité, ça n'est pas mal joué. Ça n'est pas mal joué parce que ce ne sont pas ces quelques personnages sur l'écran qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'esprit de M. Lumière qui les a rassemblés et a eu l'idée. M. Lumière exprime par le jeu de ses acteurs improvisés une espèce de naïveté géniale qui entre très souvent dans les caractéristiques des artistes français. En somme, ce que nous photographions, ce ne sont pas ces artistes. Ce que Lumière photographie, ce ne sont pas ces artistes, c'est lui-même. On en arrive à la question. D'ailleurs, en réalité, je vais plus loin. Ces artistes qui font semblant, qui ne jouent pas vraiment,
ne sont pas plus mauvais que beaucoup de nos acteurs qui, eux, jouent complètement, et qui sont aussi faux. Parce qu'ils obéissent à des traditions théâtrales ou cinématographiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ceci dit, je ne veux pas prétendre que la copie de la réalité soit nécessaire. Ce qui est en tout cas, il y a une chose très dangereuse, c'est la copie d'une fausse réalité. Je vous en donne un exemple. Dans les films d'irréalistes, on veut représenter, par exemple, un mineur dans une mine de charbon. L'acteur aura de la vraie poudre de charbon sur la tête, un vrai pic, peut-être même tournera-t-on la scène dans une vraie mine pour avoir le vrai décor. Si l'acteur n'exprime pas profondément l'âme d'un mineur, eh bien ce sera un cabot sur l'écran et ce ne sera pas un mineur et ce sera mauvais. Ce ne sera pas plus mauvais ni meilleur que les acteurs amateurs de Lumière. Non, ce qui est important dans ces prises de vue, c'est M. Lumière lui-même. C'est un opérateur de lumière qui a eu l'idée de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Oui, mais ce n'est pas... Il n'a pas eu l'idée de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Vous voyez, si vous voulez, c'est nous qui avons cette conception de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Lui, il était dans une gondole et il a voulu que l'appareil soit avec lui dans la gondole pour que le mouvement qu'il y avait dans la gondole, c'est un monsieur qui se promenait en gondole, il a mis son appareil, il a filmé ce qu'il voyait comme ses yeux le voyaient. Si vous voulez, c'est là la nuance essentielle qui fait la démarcation. Quand Louis Lumière, les opérateurs tournaient, ils tournaient vue, prise d'un tramway, le train de Liverpool de telle gare à telle gare. Pour eux, c'était la vie, quoi. C'est ça. On filmait les gens qui marchaient, et puis on montait dans les moyens de locomotion et on filmait. Parce qu'aujourd'hui, quand on a découvert au mesure des tirages que Louis Lumière, qu'en 1900, tous les travelling existaient, tous les mouvements de caméra existaient, que les gens comme Fritz Lang, par exemple, ont dit que s'ils avaient vu ces films en 1920, ils auraient gagné 20 ans de leur existence, comment se fait-il qu'aucune histoire du cinéma, aucune personne vivante à l'époque n'ait jamais dit que le travelling a été inventé par Louis Lumière, que le panoramique a été inventé par Louis Lumière, que la caméra mobile a été inventée par ses opérateurs.
parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Quand ils voyaient un travelling, ils disaient « tramway en marche », prise de vue d'un tramway en marche. Le public, lui, nous voyons le génie du cinéma surgir de tous les côtés chez ces opérateurs de lumière, et le public, lui, n'était pas formé, n'avait pas la formation. Alors il a fallu partir pour le public de zéro pour arriver à ce qu'on vous appelait la grammaire cinématographique, etc., le Griffith, etc. Mais au-delà de cette grammaire cinématographique des années 20, nous allons vers un art cinématographique qui sera beaucoup plus proche de l'art de Louis Lumière, qui est l'absolu de l'art cinématographique. Qu'est-ce qui caractérise donc la technique ou l'art de la prise de vue pour les opérateurs de lumière? Technique, art de la prise de vue, franchement, moi je ne sais jamais rien. Moi j'ai des impressions. La chose essentielle qui sort pour moi des prises de vue de lumière, c'est justement la lumière. C'est la qualité de la lumière, la légèreté de la lumière, le côté ensoleillé des films de Louis Lumière. Et en profondeur, n'est-ce pas? Il y a des plans, c'est du relief, ce n'est pas une surface. Dans les films français, par exemple, de Feuillade, qui sont des compositions absolument admirables, il y a bien sûr la profondeur de champ, puisque la profondeur de champ a toujours existé là, dans 14. Mais c'est une surface. C'est une chose plate. Ça relève de la peinture. Ça ne relève pas justement de... Il y a quelque chose, si vous voulez, de stéréoscopique dans les films de Louis Lumière, je ne sais pas, et qui vient de la lumière. Et c'est pourquoi le tirage, la question des films lumière est extrêmement grave. Parce que, par exemple, il y a des années, on me demandait 2000 francs du mètre pour tirer un film lumière à l'Altruca. Alors, on pensait que c'était facile. Il y a eu, grâce à quelques
film, par exemple, grâce à ce siècle à 50 ans de Madame Tual, il y a eu une prise de vue ou deux de Louis Lumière tirée à la Trucca, il y a eu quelques prises de vue tirées à la Trucca. C'était intéressant, c'était, si vous voulez, il y avait le trait, il y avait la chose. Enfin, c'était quoi? C'était une image. En 1953, j'ai dû faire une rétrospective à Venise. J'avais connu un inventeur du relief qui était dans une misère, c'était Bernard Palissy, il avait vendu jusqu'à ses meubles, il était dans une situation épouvantable. Il avait découvert un procédé, c'était le moment où il y avait le relief, vous savez, où on se demandait, c'était au cinémascope au relief, et on se demandait si tout d'un coup, l'avènement du relief comme l'avènement du parlant n'allait pas rejeter tous les films français antérieurs dans le passé, c'est-à-dire comme ça s'est passé à la fin du muet. Et cet homme m'a montré comment, enfin, c'est pas un truc très simple, qui n'est pas une invention extraordinaire du tout, l'application d'un vieux principe, j'ai vu les films muets en relief. Chez lui, j'ai vu les films français en relief, évidemment, avec des lunettes, comme selon un procédé stéréoscopique. Alors, c'était toute la sauvetage du cinéma. Si le relief avait été déclenché, en tout cas, ça permettait de montrer en relief tous les anciens films. Bon. Et il s'est offert de me tirer les films Lumière. Je lui ai donné les bandes, il avait une cuisine, et dans sa cuisine, il m'a demandé les livres que nous avions à la bibliothèque, des masses de livres techniques qui venaient de la collection de Nadar ou même de Lumière, et il a commencé à développer les films Lumière avec les procédés de l'époque, c'est-à-dire avec les bains de l'époque, avec la lenteur de bains de l'époque. Et quand on approcherait les films Lumière à Venise, alors ils étaient méconnaissables, c'était le soleil, ils étaient aussi raffinés que les plus raffinés des films, n'est-ce pas, de notre époque. Mais on n'a jamais pu, par exemple, les contre-typer. Chaque fois qu'on contre-type un film Lumière, il y a une déperdition de lumière, parce que c'est un impondérable. C'est une chose impondérable, qui tient à je ne sais pas quoi, mais qui est impondérable. On n'a jamais pu... Il y a une déperdition. Alors, c'est là, si vous voulez, le problème qui se pose dans la conservation et la sauvegarde de l'art cinématographique, c'est que vous comprenez, l'art cinématographique est une chose plastique, c'est un art plastique. On oublie toujours que c'est un art plastique. Et sous prétexte qu'il y a le son, oui, d'accord, mais c'est un art, c'est pas un art dramatique, c'est essentiellement un art plastique. Il y a tout de même chez Lumière une organisation des mouvements en profondeur, en diagonale. Non, ce n'est pas qu'il y ait une organisation des mouvements en profondeur en diagonale, mais Lumière, dès le premier, si vous voulez, dès l'entrée du train hangar, ce n'est pas en diagonale, c'est en triangle. Et c'est un des grands principes qui a, pendant toute une période de muet, a dominé toute la prise de vue. Il y a toujours le personnage principal, la scène va de gauche à droite ou de droite à gauche dans sa composition. S'il y a par exemple le train en gare, tout est en diagonale, n'est-ce pas? Tout est en fuyant, mais non pas vers le centre, mais toujours vers l'extérieur de l'image, c'est-à-dire le triangle, plus que la diagonale. Ça permet donc, c'est la composition. Et tout le cinéma muet, je vous dis, jusqu'à que ce soit Feuillade, que ce soit, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire, Capellani, n'importe qui, de cette époque, c'était le grand principe. Supposons un film des années 10, où il y a un personnage qui parle, le personnage principal est à gauche, et puis la scène va en triangle. Ça oblige, jamais vous n'avez une scène au centre.
La scène au centre, la scène au centre, c'est en général à partir du moment où il y a eu le plan américain ou le gros plan. Mais toute la technique ancienne, c'est la scène ou à gauche, la scène principale est ou à gauche ou à droite, et les scènes secondaires sont en profondeur, vont toujours dans le sens d'un triangle. Donc d'une diagonale, puisque c'est dans le profondeur, n'est-ce pas? Bien, je voudrais demander à Jean Renoir, en conclusion, de nous résumer l'impression que vient de lui faire cette vision de ces films de lumière. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de notre conversation, mon impression d'abord est d'avoir assisté à un énorme tableau animé d'histoire. Ensuite, une autre pensée me vient, et c'est une pensée que j'ai en contradiction avec la pensée de mon ami Langlois. Ma pensée est la suivante. Langlois nous a dit que la précision des images montrées, l'authenticité des images montrées, le fait que non seulement on lit l'histoire d'une dame qui traverse la rue dans Proust, mais on la voit, cette dame. On la voit avec son vrai corsage, ses vraies chaussures, son vrai visage. Et Henri Langlois considère que cette facilité fait du cinématographe, et du cinématographe notamment pratiqué par Lumière, une sorte de résumé des autres arts. Personnellement, je diffère un peu de cette opinion. À mon avis, le cinématographe est un art en soi et pas un résumé d'autres arts. À mon avis, le cinématographe existe par lui-même, comme la peinture existe par elle-même, comme la littérature existe par elle-même. Évidemment, tout cela est lié. Comme je le répète constamment, et je m'excuse de me répéter, le monde est un. À plus forte raison, le monde de Lumière est un. Le monde de Louis Lumière est un. Ce qui me fait dire que, indéniablement, les prises de vue de Lumière ont une haute valeur spirituelle, c'est, et je crois que ça n'était pas l'idée de Langlois, c'est que précisément elle laisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toute liberté à l'interprétation. Je trouve que devant ces prises de vue, je suis libre d'imaginer presque ce que je veux. Je peux imaginer l'histoire de cette femme, je peux imaginer la fatigue de ses chevaux, même s'ils ne sont pas fatigués, je peux terminer l'histoire. À mon avis, il n'y a œuvre d'art que si le public collabore. La condition de l'œuvre d'art est de ne pas tout définir au public. C'est de permettre au public d'imaginer aussi une partie de l'action, une partie des sentiments. D'imaginer. Dans le muet, remarquez, il y avait une facilité, c'est que ça ne parlait pas. Alors on avait au moins les voix à imaginer et les bruits. Mais je trouve que ce qui est grand, peut-être ce qui est le plus grand, pour moi, à mon sens, dans l'œuvre de Lumière, c'est que les résultats de cette œuvre ouvrent la porte à notre imagination et nous permettent d'inventer une partie de ce que nous voyons ou ne voyons pas sur l'écran. Mais cette collaboration du public à l'œuvre d'art, elle est plus importante au cinéma ou dans les autres arts? Elle est importante avec tous
toute œuvre importante. Si l'œuvre est extrêmement importante, la collaboration est plus grande. Et ceci, quelle que soit la forme d'art. D'ailleurs, j'en arrive à penser que la façon dont on s'exprime n'est qu'un choix d'outils. Et qu'en réalité, l'artiste qui se trouve être né, par exemple, dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, s'exprimera plus facilement en musique parce que tout le monde était musicien. L'artiste né vers 1870, ou qui était jeune vers 1870 à Paris, aura eu des chances d'être peintre parce qu'on était dans un climat de peinture. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est ce que cet artiste a en lui et qu'il exprime par la peinture, par la littérature, par la photographie, d'une façon quelconque. L'ambition d'un artiste, puisque vous parlez d'art, c'est de faire une œuvre durable. Est-ce que les œuvres cinématographiques sont aussi durables que les œuvres produites par les autres arts? Absolument pas. Et pour des raisons matérielles, que Langlois va vous expliquer beaucoup mieux que moi, parce que c'est sa spécialité. Les films sont fragiles, sont sur des supports qui disparaissent. Et les films, c'est pour ça qu'il faut une cinémathèque, qu'il faut des cinémathèques. Un livre, il y a toujours un peu de chance pour qu'un exemplaire se retrouve un jour dans une bibliothèque perdue de province. Et hop, ça repart. La peinture, la même chose. On avait oublié M. Vermeer. On l'a redécouvert. Des toiles, ça ne s'abîme pas tellement, c'est assez solide. Le film est fragile. Et je le répète, c'est pourquoi je suis un enthousiaste de la cinémathèque. Parce que la cinémathèque nous donne quelques chances de conserver des films. Langlois nous a permis de redécouvrir la lumière. Oui, mais enfin, je vais vous dire, parce qu'il faut voir les choses franchement. Quand en 1935, on a voulu fonder la Cinémathèque, on nous a dit à quoi bon les films Lumière, par exemple, tournés en 1895, dans quelques mois, ils seront morts. La pellicule se désagrégera, ils seront morts. Nous sommes en 1968, les films Lumière existent, on a fait les tirages que vous connaissez, et je n'ai aucune raison de mettre en doute que les films Lumière n'existeront pas dans 10 ans. Il y a peut-être des accidents qui peuvent arriver. En réalité, il y a deux choses. Jamais on ne s'est préoccupé de la conservation des films. Les gens qui s'en sont préoccupés, on s'est occupé de sauver des films. On ne s'est jamais occupé à conserver les films. Les gens qui ont sauvé des films, les ont sauvés parce qu'on l'a pris pour des doudingues. Ils ont sauvé le cinéma muet à une époque où le cinéma muet, on se demandait pourquoi ces gens-là sauvaient le cinéma muet. Aujourd'hui, tout le monde sait que le cinéma muet existe. Personne n'a réellement étudié le problème de la conservation des films. Quand je dis personne, je ne parle pas des gens qui ont le désir de les sauver, le désir de les conserver, et qui, mon Dieu, comme les bonnes femmes de ménage, ont essayé de les sauver dans les meilleures conditions et de les conserver dans les meilleures conditions. Je parle des savants. Il y a des plaquettes publiées par la maison Kodak, ou par je ne sais qui, ou par je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est comment conserver la pellicule vierge. Mais la conservation réelle d'une œuvre d'art cinématographique, dont on peut dire maintenant, puisque en 1929, en 1935, on disait que les œuvres d'art cinématographiques sont mortelles dans la mesure où, justement, ayant une audience énorme au moment de leur sortie sur le plan mondial, elles sont fragiles, elles ne passeront pas le temps. Elles ne passeront pas le temps sur le plan matériel, je parle sur le plan spirituel. Elles ne passeront pas le temps, elles seront démodées et les gens n'iront plus les voir. Or, la démonstration a été faite après 30 ans que l'art cinématographique a la même durée que toutes les œuvres d'art. Je parle des grandes œuvres d'art. Mais personne ne s'est réellement préoccupé de la conservation. Comment, puisque ces œuvres dureront dans le temps, puisque plus ça ira, plus certains films seront éblouissants, comme certaines peintures, comment les conserver, puisque, paraît-il, puisque tout le monde le sait, ils sont sur des supports fragiles, ils sont sur des émulsions qui posent toutes sortes de problèmes. Jamais un savant ne s'est vraiment préoccupé de ce problème. Jamais un grand chimiste ne s'est préoccupé de ce problème.